les salons de conversation. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Deuxième partie consacrée à l'interview d'Alexandra Henrion-Caude. Dans la première partie, nous avons évoqué sa confrontation avec le milieu médiatique. Je vais laisser Hervé Carrez, dans un très bon tweet, résumer la situation. Le rôle principal des capots est double. Identifier le plus tôt possible les esprits libres de façon à pouvoir les éliminer avant qu'ils n'aient pu se créer des disciples. Exclure de tout débat public ceux qui ne partagent pas les buts de la classe dominante. Et c'est ainsi que le docteur Henrion-Caude va être interdite de télévision grand public. Mais elle ne se laisse pas abattre et écrit un livre, Les apprentis sorciers, véritable best-seller de l'année 2023. Au grand désespoir, vous l'imaginez, des journalistes et des médecins de cour, ces charmants attachés de presse d'Olivier Véran et d'Emmanuel Macron vont déverser toute leur bile et vont convoquer tous les procédés totalitaires pour dénigrer donc le docteur Henrion-Caude. Un exemple avec la critique dans l'Express, Les apprentis sorciers, Alexandra Henrion-Caude ou l'art de tordre les faits scientifiques. Nous retrouvons dans cet article de l'Express, très coutumier du fait, les procédés rhétoriques totalitaires habituels. Oui, le journaliste s'appuie sur l'ignorance de son lecteur en la matière. Parce que lorsqu'on diabolise, on manichéise, quand on s'appuie sur du lyrisme, c'est qu'on est un journaliste aux ordres. Et c'est ainsi qu'Henrion-Caude est diabolisé, avec les termes complotistes et antivax, que ce journaliste invoque les mânes de la déesse science, qui est servi, remarquez-le sans ironie, par Olivier Véran. D'un côté, il y a les gentils scientifiques et de l'autre, les vilains complotistes comme Alexandra Henrion-Caude. L'art de prendre ses lecteurs pour des imbéciles. Et pour donner une couleur scientifique, généralement le journaliste interroge un professeur de médecine. Lorsqu'on gratte un petit peu cet argument d'autorité, on s'aperçoit qu'il a des conflits d'intérêts soit avec le pouvoir, soit avec monsieur Big Pharma. Alors le livre Les apprentis sorciers, eh bien, je le trouve évidemment passionnant, je dirais même indispensable avant d'aller au pshoot ou tenter d'autres produits expérimentaux. Seul hic en 2023, qui peut en faire une lecture scientifique neutre? Heureusement, il existe Gérard Kierzek de Doctissimo. Il invite donc des experts pour faire une lecture critique des apprentis sorciers. L'avis d'un médecin-chercheur pour y voir plus clair. Pour tenter de mieux comprendre les positions d'Alexandra Henrion-Caude, Doctissimo a choisi d'interroger un médecin-chercheur afin de mieux comprendre les enjeux autour des vaccins ARN et les effets de la vaccination. Ne voulant pas être pris à partie par le camp anti-vax ou scientiste, aussi bien par le grand public que sa communauté scientifique, il préfère rester anonyme, ce qui en dit très long sur le caractère explosif du débat. Et oui, en France, au XXIe siècle, parler à visage découvert de science qui va à l'encontre de la doxa devient dangereux pour sa carrière. C'est là où l'on mesure le courage d'Alexandra. Première controverse, les turbocancers. De nombreux médecins ont été interviewés dans les médias pour rétablir la vérité sur les pshoots, les effets de l'ARN messager dans l'organisme ou encore rappeler qu'il n'y a pas plus de cancer qu'avant la période du Covid. Interrogée, Alexandra Henrion-Caude maintient ses propos. Les cancers des jeunes de moins de 50 ans, ce qu'on appelle les turbocancers, des cancers du foie ou gastro-intestinaux sont en augmentation et les cancérologues que je connais le constatent à leur échelle. Il y a quelque chose de fascinant. D'un côté, on vous dit qu'il n'y a pas plus de cancer, et de l'autre, la presse se fait l'écho d'une explosion de cancers et de turbocancers. Nous vivons dans un monde schizophrénique. Le Figaro, 26 janvier, le nombre de certains cancers chez les moins de 50 ans est en progression constante. Le phénomène inquiète les spécialistes qui cherchent à en comprendre les causes. Sud Radio. Professeur David Kaya, cancérologue, nous avons une augmentation des cancers du pancréas foudroyante et du cancer du poumon chez les femmes, souvent non fumeuses. J'ai illustré mon propos de ces deux sources, mais c'est toute la presse mondiale qui s'en est fait l'écho. L'avis de Doctissimo. Ces produits expérimentaux ont-ils accéléré la survenue de cancers? En tant que médecin-chercheur, je me dois de garder une certaine éthique et de ne pas verser dans des théories sans fondement. En mettant en place ce pshoot avec les incertitudes existantes, la balance bénéfice-risque était à évaluer pour chaque patient, en privilégiant la vaccination des personnes ayant le plus de bénéfices à le recevoir.
Il faut reconnaître les incertitudes que l'on a à court, moyen et à long terme et rester honnête intellectuellement. On ne peut pas nier ou minimiser les signaux de sécurité existants. Il est effectivement donc plausible qu'un cancer s'accélère par la vaccination, ou par exemple via un dérèglement du système immunitaire. Mais cela n'est pas possible à affirmer sans études complémentaires, détaille le chercheur, qui confie toutefois avoir vu dans sa pratique des personnes dont la maladie s'est accélérée après la vaccination. On pourrait rétorquer à ce médecin-chercheur qui a préféré rester anonyme que si des sommités scientifiques qui défendent Olivier Véran affirment que tout va bien, c'est qu'ils s'appuient sur des études de cancérotoxicité de ce produit expérimental. Eh bien non. Les études de génotoxicité et de cancérotoxicité ont-elles été réalisées pour ce produit expérimental? Nos deux intervenants se rejoignent sur ce point. Le chercheur confirme qu'aucune étude de génotoxicité, de cancérotoxicité n'a été menée pour ces produits expérimentaux. Comme le dit si bien le doc Marty, on a des milliards d'années de recul sur ce produit. Deuxième controverse, ADN et ARN. Il existe réellement des enzymes ayant une activité de transcriptase inverse, capable de transformer des ARN en ADN, pouvant ensuite s'intégrer à notre génome. Il faut donc prendre cette possibilité au sérieux et étudier le phénomène, non pas l'écarter en disant que ce n'est pas possible, et j'ai presque envie d'ajouter, c'est du complotisme. Une étude américaine a déjà montré que cela pouvait se passer in vitro avec l'ARN M de la protéine Spike, présente sur le virus SARS-CoV-2, ajoute-t-il. Comme le dit si bien le doc Marty, on a des milliards d'années de recul sur ce produit. Troisième controverse, personnes vaccinées et immunodéprimées. Ce n'est pas du complotisme, c'est un phénomène déjà connu avec des virus apparentés faisant normalement partie des plans de surveillance des produits expérimentaux Covid par les agences du médicament. Il y a de plus en plus d'arguments en ce sens. Cela dépend du produit, du nombre de doses et de la distance dans le temps par rapport à la dernière dose. Mais rien que d'observer, cela devrait pousser les autorités à comprendre si ce que l'on fait n'est pas contre-productif, à savoir shooter massivement les personnes sans risque individuel de Covid grave, plutôt que de traiter d'antivax ou de complotistes les experts qui en parlent, analyse encore le scientifique. Au contraire, on a vanté la vaccination comme étant bénéfique pour casser les chaînes de transmission. Et aujourd'hui, c'est confirmé par toutes les autorités, ce produit ne protégeait ni de l'infection ni de la transmission. Alors, Alexandra, quel regard portez-vous sur la polémique autour de la sortie de votre livre, Les apprentis sorciers? En fait, ce livre, à la base, je n'avais pas de volonté d'écrire un livre. C'est véritablement par le hasard de rencontres dans la rue et de rencontres réitérées avec des gens de chez Albin Michel qui m'ont demandé un livre. Et donc, bah, effectivement, j'ai dit, bah, le seul sujet sur lequel je peux écrire parce que je suis passionnée et que j'ai une légitimité pour en parler, c'est l'ARN. Et donc, j'écris du coup cet exercice de style un peu particulier avec une volonté de simplifier. Non pas de vulgariser, mais de simplifier. Donc, je crois que le succès de ce livre, c'est aussi cela. C'est parce que j'ai osé une simplification à la fois dans les phrases, à la fois dans les images, qui permettaient à tout un chacun d'avoir des connaissances que je partageais et que je partage normalement en cours, y compris en cours à des médecins. Donc, je me suis pas fichue de la tête du public. J'ai vraiment pris le même niveau. J'ai pas diminué mon standard. Et pour cela, du coup, j'ai pu partager plein d'infos. J'ai pu partager le fait que, en général, une fois que les gens enfin, pas en général, je ne connais personne qui, une fois qu'ils ont lu ce livre, ait envie de s'injecter de l'ARN messager. Et tant mieux. Parce qu'effectivement, à la fois, je laisse le choix, et je crois que c'est la dernière phrase de mon livre, je pose la question au lecteur. Donc, jamais dicter l'attitude des gens, mais donner les connaissances afin ils aient un consentement éclairé. Donc, Faudrait ça, d'ailleurs c'est...
Je voudrais rebondir là-dessus, mais nous sommes en 2025 et aujourd'hui, on explique aux médecins qu'ils auraient dû conseiller leurs patients sur cette injection. On voit qu'il y a un certain Ouais. recul et que certains médecins vont donc devenir responsables de cette injection parce que le patient doit être injecté en connaissance de cause. Alors Euh, ça, c'est très grave et j'ai pourtant essayé de les mettre en garde, ces médecins qui ont injecté, parce qu'évidemment, c'est une lourde responsabilité. Certains s'en veulent terriblement. C'est de faire une tribune sur On nous a menti. On nous a menti parce qu'on nous avait dit que l'ARN messager allait disparaître et en fait on le retrouve des années après. On nous a menti parce qu'on nous a dit que on allait être protégé et en fait les gens attrapaient le Covid, etc., etc. Et donc ils ont, s'ils prennent mon livre, ou mes vidéos comme celle du Parlement européen, je fais une tribune sur on leur a menti. Mais ils ont bien accepté qu'on leur mente, mais n'empêche que s'ils font cela, c'est vrai que c'est une façon, à mon avis, de les protéger. Et donc, je pense qu'il y a urgence, et je crois qu'il y a toujours urgence, à ce qu'ils soient nombreux à signer, qui qu'il soit, dans quelque rang qu'il soit, cette tribune des fausses informations qui ont circulé. On nous a menti en disant que le vaccin avait terminé la phase 3. C'est en plus un médecin, un de leurs collègues, qui leur a menti, qui était ministre de la Santé à l'époque, Olivier Véran. Donc vous voyez que les mensonges vont très loin et que voilà. je- Ça, je- c'est le premier aspect de ce livre. Le deuxième aspect, qui n'est pas des moindres, c'est qu'à partir du moment où on découvre l'ARN, on découvre la beauté de notre vie. C'est un véritable hymne à la vie que ce livre, qui montre à quel point tout ce que nous faisons, notre stress, ce que nous mangeons, notre historique familial, même multigénérationnel, sur des générations qui nous ont précédés, vont impacter notre génétique. Et donc, c'est très beau parce que ça rend humble et ça montre aussi toutes les possibilités que le corps a de répondre à des informations sans même qu'on en ait conscience. Le dernier aspect qui a été peu mis en avant de ce livre, c'était aussi l'aspect ingénierie sociale. Le dernier chapitre, la conclusion, en fait, montre, démontre toutes les publications scientifiques qui sont faites en ingénierie sociale pour voir comment est-ce qu'on va favoriser l'acceptation des populations de tel ou tel, en l'occurrence vaccin, injection génique ou autre, ou annonce d'épidémie ou d'annonce de pandémie, ça sera la même chose en fait. C'est toujours cette ingénierie sociale. Et c'est parce que je le dénonce dans ce livre que je me suis tue lorsque il s'est agi de dire il va y avoir l'OMS a annoncé une épidémie de variole du singe et puis si c'était pas la variole du singe, c'est la grippe aviaire, etc. Et dans tout cela, au lieu de profiter du buzz que font ces effets d'annonce en disant ah ben non, nous on a bien compris, je me suis tue parce que j'ai réalisé par les publications scientifiques qui étaient faites que nous étions nous les scientifiques et les médecins publics sous le microscope et qu'on analysait toutes nos réactions pour voir comment les gens par des effets d'annonce, eux-mêmes nous suivaient ou réagissaient. Voilà, donc ça c'est quand même très très important Alors, je voudrais parce que, justement rebondir pardon, là-dessus, puisque vous avez parlé d'ingénierie sociale. Il se trouve que vendredi, j'ai tourné une vidéo sur l'ingénierie sociale et j'ai fait une petite comparaison avec la pandémie et un certain président de la République française qui est en train de nous vendre la guerre. Comment ils réutilisent les mêmes techniques, mais ce sont les mêmes personnages, les mêmes intervenants qui utilisent les mêmes argumentations à la télévision. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut absolument à la s'intéresser. télévision et de l'autre côté dans les réseaux sociaux, c'est là où en fait j'attire votre attention. C'est que la télévision est effectivement perpétuatrice d'une propagande, ça on l'a tous compris. Mais il y a le pendant qui est l'opposition qu'il peut y avoir dans les réseaux sociaux et qui est en fait qui donne un écho à toute information.
Et c'est là où nous avons une responsabilité. C'est-à-dire que si, par exemple, on nous annonce l'épidémie, le patron de l'OMS nous a, comme il nous avait fait annoncer son histoire de variole du singe, si des gens comme moi le reprennent en disant ben non, il faut toute proportion garder, c'est une maladie sexuellement transmissible, etc. Mais c'est pas le problème en fait, c'est que je donne un écho à ce qu'une personne dérangée, dans la mesure où il n'écoute même pas les scientifiques de son instance qui lui avaient dit non, non, il y a pas il y a pas de risque, donc prend comme décision de rendre public et de balancer une bombe. Et c'est donc notre responsabilité, vous et moi, vous aussi, Louis, par votre média, est-ce que vous allez donner écho ou non à ce genre d'informations parce que qu'elles soient, que nous les dénoncions en faux ou que en fait, le fait même d'en parler et donner un écho. Et donc, à chaque fois, en tout cas, moi, en tant que Ça, scientifique, c'est une très lourde responsabilité parce que ma communauté, bien évidemment, se retourne vers moi et me demande qu'en pensez-vous? Et je me tourne vers les médecins, les scientifiques que je connais, je les interroge et ils me disent, comme vous l'avez très bien dit, c'est une maladie sexuellement transmissible et il n'y aura pas donc de pandémie déjà. Quand on avait vu le nombre de cas, c'était ridicule. Et c'était vraiment pour faire peur. Il y avait cette volonté. Alors, on est obligé d'en parler et en même temps, il est vrai, hein, on véhicule dans une certaine mesure l'information. Mais c'est un problème d'ailleurs du journaliste. Qu'est-ce que l'on oui, doit faire? c'est ça. Alors, vous, en tant que journaliste, vous êtes plus exposé, enfin, vous êtes plus exposé que moi. Moi, en tant que scientifique, il faut que les gens détectent de mes silences. Alors, non des silences imposés de censure, mais de mes silences, le fait qu'il y a un signal, en fait. Je crois beaucoup à à la communication non verbale. Et donc, dans l'absence de prise de parole publique, il y a aussi une information que les gens doivent prendre en compte. Oui. Bah, parce que sur les réseaux sociaux, nous pouvons discuter, nous pouvons débattre, mais sur les plateaux de télévision, nous savons très bien comment les choses fonctionnent. Ce sont des attachés de presse, entre guillemets, qui arrivent et qui viennent délivrer un message. Notre Premier ministre a très bien expliqué à Sonia Mabrouk il y a 2 jours qu'il n'était pas là pour débattre, mais pour véhiculer un message. Voilà, c'est comme cela qu'ils conçoivent leur métier. Et nous, bah, sur les réseaux sociaux, on a cette chance, on peut débattre entre nous. Et on peut vous interviewer et essayer pas par une maïotique, mais par une sorte de jeu de questions-réponses, de faire sortir cette vérité et que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. D'ailleurs, on va revenir sur la. Désormais, Louis, vous saurez que dans mes silences, il y a une information. Mais on sait très bien que c'est le silence qui est le plus important, hein. Ça, même en musique. Quatrième chapitre de cette interview, l'opposition contrôlée. Ah, l'opposition contrôlée. Quand tu es résistant aux politiques sanitaires, aux big pharma, et qu'on ne t'a pas qualifié ni de complotiste, ni d'appartenir à l'opposition contrôlée, c'est que vraiment tu as raté ta vie. Un petit rappel des moyens mis en œuvre pour faire taire et décrédibiliser les résistants à Macron et au Big Pharma. Oui, c'est une machine très sophistiquée qui tente de supprimer la voix d'Alexandra Orion-Code. Elle est attaquée par l'obscur business des fake infos, crypto-monnaies, livres, vidéos, émissions, notoriété. Comme nous l'avons montré dans la première partie de cette vidéo, Alexandra Orion-Code est censurée sur les médias mainstream, voire désinvitée. On se rappelle l'affaire Christine Kelly qui voulait organiser des états généraux de la santé et qui avait dû céder aux pressions des médecins aux ordres. Elle avait donc désinvité Alexandra Orion-Code au dernier moment. Et également, lorsque vous avez un message fort à faire passer, vous êtes shadowbanné sur les réseaux sociaux. Et pire, comme le montre cette vignette, vous pouvez être démis de vos fonctions sans en être averti. Et il y a Wikipédia. Ah, Wikipédia. Wikipédia est à l'encyclopédie ce que Julien Pain est au journalisme. Une machine de propagande, une machine qui a été créée pour broyer les esprits libres. Regardons comment cela marche, comme dit l'excellent Michel Chevalet. Un extrait
de la fiche Wikipédia d'Alexandra Orion-Code. Désinformation pendant la crise du Covid-19. Article connexe. Désinformation sur la pandémie de Covid-19. Alexandra Orion-Code figure dans le documentaire complotiste Hold Up réalisé en novembre 2020 par Pierre Banarias et contribue à la diffusion de fausses informations sur la pandémie. En 2021, elle intervient dans plusieurs médias généralistes, CNews, Sud Radio ou encore l'émission Touche pas à mon poste. Elle y réaffirme les doutes concernant les pshoots ARN messagers, dont elle estime qu'ils vont nous modifier génétiquement, évoquant la transcriptase inverse, une enzyme utilisée par certains virus pour rétrotranscrire l'ARN en ADN, ce qui n'est pas possible avec le corona. Elle intervient aussi dans des médias généralement considérés comme liés au catholicisme. Vous vous rendez compte de ce qu'ils sont capables d'écrire sur votre propre biographie sur Wikipédia? Bon, je ne vais pas revenir sur la polémique ARN-ADN, puisque je l'ai déjà traité, mais il faut néanmoins rappeler que cette hypothèse est défendue par de très nombreux scientifiques et les plus éminents. Le principal reproche, et qui est à la fin, c'est que Alexandra Orion-Code est catholique. Alors là, les bras nous en tombent. Comme nous l'avons montré plusieurs fois, c'est le biais qui est utilisé pour la décrédibiliser, ce qui est scientifiquement aberrant. Doit-on rappeler que les scientifiques croyants, toutes religions confondues, sont majoritaires dans l'histoire des sciences? Faut-il également convoquer François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme? Et oui, le principal biais pour salir Alexandra Orion-Code, utilisé par Julien Pain et consorts, c'est le catholicisme. Aberrant. Vous voyez d'où vient cette attaque? Alexandra Orion-Code milite par exemple contre la GPA. Elle s'est donc fait des ennemis mortels, très influents sur Wikipédia, les woke et autres LGTB. Elon Musk, dernièrement, a dénoncé leur emprise, oui, sur Wikipédia. Certains d'entre vous en douteraient? Eh bien, regardez les références en bas de page. C'est toute la galaxie woke et progressiste qui servent de référence, comme le journal L'Immonde. Alexandra Orion-Code, caution scientifique des covidosceptiques, omniprésente sur les podiums d'opposants à la politique sanitaire, comme sur les plateaux, la généticienne, ex-directrice de recherche à l'INSERM, est devenue une figure de la fronde contre les vaccins. Et combien d'approximations, de mensonges, de dénigrements, de diabolisation, de fake news dans ces quelques lignes de cet article. Tenez, prenez ce que je vous ai lu. Elle serait devenue une figure de la fronde contre les vaccins. Et non, Alexandra Orion-Code s'est opposée à un produit expérimental à base d'ARN. Et puis, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ce produit de vaccin, Samuel Laurent? Enfin, il y a ce terme, covidosceptique. Mais ils se rendent compte de ce qu'ils écrivent, sceptique, comme s'il s'agissait non pas de science, mais de religion. Avec le recul, ces articles infâmes font frémir. Voilà, vous avez compris comment fonctionne un article de Wikipédia à partir des articles des larbins du pouvoir qui ont eu pour mission de dézinguer les résistants. Un véritable cercle vicieux qui est très difficile à combattre. Allez, on va s'attaquer à un gros morceau, l'opposition contrôlée. On va d'abord déblayer. Toute personne qui use de ce terme est un troll au service du système. Et oui, parce que dans un premier temps, le système censure les scientifiques qui s'opposent à sa politique sanitaire, nous l'avons montré dans les médias mainstream, et il organise des campagnes de presse à charge, dans la presse comme dans l'Immonde, je vous ai montré un article, pour finir de le décrédibiliser aux yeux du plus grand nombre, voire avec une page Wikipédia. Puis, dans un second temps, il utilise les trolls, mais ces trolls ont une fonction, c'est de décrédibiliser le scientifique, cette fois-ci pas aux yeux du plus grand nombre, mais aux yeux des communautés, des résistants. Et puis, vous avez deux sortes de trolls. Le premier est en service commandé, il s'infiltre dans une communauté pour semer la zizanie en répandant toutes sortes de calomnies débiles. Et puis il y a le second, le pire, le plus difficile à combattre, car il est de notre camp. Mais il est jaloux, il ne supporte pas la notoriété d'un autre scientifique, il est aveuglé par sa haine et répand toutes les calomnies des premiers trolls. Vous les connaissez, ils font en sorte qu'il est impossible d'unir nos efforts contre ce système tyrannique. Mais revenons à l'interview. Alexandra, dans toutes ces attaques, lesquelles vous ont le plus affecté?
Alors, bien, sans hésitation, les mensonges. En Quel... fait, les fabrications de mensonges et les mensonges. Je, c'est vrai que probablement plus encore que n'importe qui en étant scientifique, je supporte particulièrement mal les mensonges et la compromission du mensonge. Et en fait, c'est impossible de démontrer que quelque chose de faux est faux. Parce que, par définition même, c'est faux. Et ça, je l'ai vécu ben, à tous les niveaux, en fait, hein, que ce soit du côté mainstream, comme vous dites, donc bah, par exemple mon Wikipédia, avec une incapacité des gens qui ont essayé d'intervenir sur ma page de rectifier la vérité, donc de changer le faux en vrai. La L'incapacité à tous les niveaux. On m'a traité quand même d'agent de la CIA, d'agent pro-Poutine, de sorcière, de sainte. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bah, évidemment tous les noms habituels de complotistes et autres noms de roses. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu vraiment beaucoup de choses. Et en vrai, comment voulez-vous, quand c'est faux, en fait, il faut donner du relief et dire, écoutez, c'est faux, je ne suis pas, ben non, ben, par définition, c'est faux. Donc, en fait, les gens se sont fait euh, envahir par un excès de communication et ne savent plus décerner le vrai du faux. Je vais peut-être vous donner quelques exemples. Bah, typiquement, j'ai été donc Eisenhower Fellow, donc c'est un prix aux États-Unis. Donc j'étais présidente de l'association en France. Eh bien, on m'a reproché que du coup, bah, j'étais un agent infiltré. Alors là, c'est super ces agents infiltrés, sauf qu'ils ne savent pas que effectivement, je me suis pas plainte, mais j'ai été destituée de tout un tas de fonctions, de très nombreuses fonctions. Alors de façon très larvé, c'est-à-dire que non, je n'ai pas reçu un email en disant vous n'êtes plus présidente de, vous n'êtes plus au comité de, vous n'êtes plus. Non, c'est beaucoup plus larvé que ça. Vous ne recevez rien, mais tout d'un coup, vous ne recevez plus les heures de jour, les réunions, les prochaines réunions, etc. Et vous ne recevez et vous voyez que votre photo et votre nom et vos informations ont disparu des pages en question. Voilà comment cela se fait. Et je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt à parler de moi. Je préfère, j'ai tellement de choses à dire sur ce qui nous arrive, sur finalement comment mes connaissances peuvent éclairer tout un chacun, que je vais pas pleurnicher. Et donc, du coup, alors c'est peut-être là où j'ai tort, c'est que du coup, je laisse dire des choses parce que je considère qu'elles sont fausses. On a même dit que, alors quand on s'attaquait pas à moi, on s'attaquait plus loin autour de moi. Alors, si c'était pas ça, c'était que j'avais des membres de ma famille ou liés aux Young Leaders. Mais imaginez-vous bien que si la moindre chose de tout ce qui m'est reproché était vrai, je n'aurais pas eu ces positions que j'ai eues. Et comme vous l'avez très gentiment dit, Louis, et vous avez très justement, dès 2020, j'étais, si ce n'est la première, une des tout premières à chaque fois à dénoncer tout ce qui était à dénoncer. Donc c'est vrai que en termes de cohérence, j'ai le grand confort sur le fil des années qui me séparent de ma thèse en 1997, de pouvoir regarder dans la glace et me dire, bah, j'ai essayé d'agir, j'ai essayé d'éclairer les gens, d'essayer de dénoncer tous ces travers qui attaquent l'homme à l'origine même de sa vie. Eh bien, on va se quitter par ce très joli mot de fin. Je remercie Alexandra pour sa gentillesse et sa confiance, sa résistance avec transcendance. J'espère que vous avez apprécié ce salon. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.